Bonsoir à tous, bienvenue dans votre 19h dans lequel ce soir nous reviendrons sur la mise en examen du major de la gendarmerie de Mtsamboro dans l'affaire dite des fausses procurations dans le cadre des dernières élections législatives dans la circonscription 1 du département. Nous y reviendrons au cours de ce journal avec Abdoulaye Ariti, le porte-parole du parti Les Républicains 976. Merci d'être avec nous, voici les titres de ce vendredi 25 août 2017. Hier soir, l'ex-commandant de la gendarmerie de Mtsamboro a été mis en examen. Il est soupçonné d'avoir élaboré de fausses procurations dans le cadre des élections législatives dans la première circonscription du département. De quoi remettre en cause la victoire de Ramlati Ali. Le point en ouverture de votre journal. L'association Coco Club Senior devait organiser le premier salon des Coco Bakoko de Mayotte en septembre prochain. Malheureusement, l'association manque de moyens financiers. La faute à des subventions toujours en attente. L'événement a donc été reporté en octobre prochain. Explication. Le CHM n'est pas qu'un lieu de soins. En effet, le centre hospitalier propose des formations, notamment celle d'infirmière puéricultrice. Durant un an, des étudiantes ont travaillé dur pour acquérir ce diplôme d'État et ont été récompensées ce matin lors de la remise des diplômes de cette première promotion. Reportage. Mais d'abord, on débute par ce nouveau rebondissement dans l'affaire dite des fausses procurations. L'enquête, ouverte depuis le 23 juin dernier, a vu la nuit dernière la mise en examen du major de la gendarmerie de Mtsamboro. Placé depuis sous contrôle judiciaire avec interdiction de quitter le territoire, le militaire suspendu de ses fonctions est soupçonné de l'élaboration de fausses procurations dans le cadre des dernières législatives dans la première circonscription du département. Des révélations qui pourraient donc remettre en question la victoire de Ramlati Ali à la tête de cette circonscription. Image signée Bastien Sabouré et Jérôme Coman. Après plus de 6 heures d'audition devant les juges d'instruction, 4 faits sont reprochés aujourd'hui au major de la brigade de Mtsamboro. Faux en documents administratifs, usage de faux, complicité d'usage et manœuvres frauduleuses de procuration dans le cadre des dernières législatives opposant Ramlati Ali à El Hadj Chakrina. Si du côté des Républicains on jubile timidement, on reste également prudent. Alors comme je vous dis, nous on essaie d'être bien centré sur le contentieux électoral. Il est bien évident qu'il y a un volet pénal et que ça personne ne l'ignore. Mais ça n'est pas nous qui l'avons déclenché, ce volet pénal. Nous avons déclenché le volet électoral. Et s'il y a des fautes pénales, elles ont pu éventuellement altérer également le scrutin. Elles ont pu peser sur les opérations électorales. D'accord ? Donc, si le scrutin a été altéré du fait de ces irrégularités, eh bien le volet pénal suivra son cours, mais le volet électoral sera forcément influencé à un moment ou à un autre. Des accusations qui pourraient remettre en cause l'élection de Ramlati Ali à la tête de la première circonscription, mais cette dernière est confiante sur la suite des événements. Comment est-ce que je peux être inquiété à une mise examen de notre affaire que le recours aux élections législatives? Moi, à ce que je sache, c'est au Conseil constitutionnel de statuer sur le fait de remettre les élections ou pas, sur les éléments qu'ils ont et sur les observations que je vais faire, que je n'ai pas encore fait. Donc moi, je fais confiance à notre institution. Et puis, je n'ai pas à m'inquiéter de quoi que ce soit. Une députée toujours officiellement élue et concentrée sur l'essentiel. On a l'arrivée de la ministre, on vient de parler du monopole. Il n'y a pas longtemps, on était dans la crise de l'eau. Je pense et je l'espère que la ministre va arriver avec des réponses. On a le problème de l'éducation à Mayotte, où moi, à Mayotte, je ne parle pas de rythme scolaire tel qu'on le veut bien l'entendre en France métropolitaine. Moi, à Mayotte, je parle de nombre d'heures de cours que nos enfants
pour qu'ils puissent avoir la même chance que les collègues des Outre-mer ou de la métropole. Les emplois aidés, c'est un vrai sujet à Mayotte. Pour avoir été maire moi-même, je sais qu'on ne peut pas fonctionner pour ces rythmes scolaires sans les emplois aidés. Et donc là aussi, c'est un sujet pour lequel j'attends de pied ferme la ministre et je lui ai fait comprendre. L'ex-commandant de la brigade de Mtsamboro est depuis mis en examen et placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de quitter le territoire. D'autres révélations pourraient suivre dans un feuilleton loin d'être terminé. Et depuis, Elad Chakrina a réagi à la suite de cette mise en examen dans cette affaire dite de fausse procuration. Il indique notamment à travers ce communiqué: il est important que la vérité éclate au grand jour, que Mayotte et ses habitants sortent grandis de cette histoire et que les pratiques frauduleuses locales n'aient plus lieu dans notre jeune département. Bonsoir Abdullah Ariti. Bonsoir. Porte-parole des Républicains 976. Est-ce que cette mise en examen de ce gendarme, c'est une bonne nouvelle pour votre candidat Elad Chakrina? Je ne sais pas ce que je dirais. Vous savez, comme un ami l'a dit un jour, c'est pas ce qu'on souhaite même à notre pire adversaire. D'ailleurs, ce monsieur n'a jamais été notre pire adversaire. Aujourd'hui, comme l'a rappelé monsieur Julien Allemand, qui fait partie de notre comité de soutien, nous, la seule chose qui nous intéresse, c'est de connaître la vérité au sujet des résultats des législatifs. Aujourd'hui, si la justice considère qu'il y a un volet pénal qui est important, nous faisons confiance à la justice de notre pays. Et nous attendons que la justice passe, tout simplement. Mais on ne peut pas se réjouir, c'est surtout pas moi. Et je sais qu'aucun des membres de notre comité de soutien se réjouit de la mise en examen de ce monsieur. Tout simplement, on constate que la justice fait son travail à Mayotte également, et c'est très bien. Qu'est-ce que vous reprochez, vous, exactement, dans cette affaire? Nous, ce qu'on reproche, vous savez, on l'a dit depuis longtemps. On a toujours considéré que le 18 juin, au soir, M. Elad Chakrina a été élu député de Mayotte. Et suite à des manœuvres frauduleuses, le résultat a été changé et suite à cela, nous avons constaté qu'au-delà de ce fameux PV blanconné qui a remis en cause des résultats, il y a eu d'autres fraudes, des fausses procurations, des manœuvres dans des bureaux de vote, des personnes décédées qui ont voté. Aujourd'hui, c'est très bien que la justice se saisisse de ce dossier et essaie de comprendre. Vous savez, la démocratie, c'est important. C'est important. Et si on vole la démocratie, on vole la République. Et c'est ce qui nous lie, c'est ce qui fait la force de notre pays. Aujourd'hui, c'est important que la justice se rende compte qu'à Mayotte, comme ça doit être à Bordeaux, à Paris ou ailleurs, la justice doit jouer son rôle. Vous parlez d'irrégularités massives exactement dans cette affaire. Et oui. Qu'est-ce que vous dites que ces irrégularités massives constatées justement sont à votre défaveur? Vous savez, on fait confiance à la justice de notre pays. Nous, on apporte des éléments de preuve en notre faveur. Maintenant, c'est la justice de se décider. Aussi bien sur le volet pénal, la justice prendra sa décision. Aussi bien, comme l'a rappelé M. Allemand, sur le volet électoral, le Conseil constitutionnel prendra sa décision, tout simplement. Ce n'est pas à nous de décider. Nous faisons confiance à la justice de notre pays. Il faut la laisser suivre son cours. Et si les faits sont avérés au niveau pénal, notamment, qu'est-ce que cela démontrerait pour notre département? Cela démontrerait surtout que la justice fait son boulot. Et cela démontrerait surtout qu'il y a des règles, même en matière électorale, qu'on se doit tous de respecter. Parce que si nous voulons être nous avons la chance d'être une jeune démocratie. C'est à nous de la faire vivre. Et je ne pense pas que c'est en trichant lors d'élections ou si en volant les élections qu'on donnera un exemple ou qu'on fera en sorte que cette démocratie vive sereinement. C'est important. C'est important que la justice dise à tout le monde, que la justice fasse passer un message clair, net et précis. Une élection se gagne honnêtement dans les urnes, mais pas par des magouilles. Est-ce que cette décision judiciaire justement du procureur de la République pourra appuyer votre recours déposé dernièrement auprès du Conseil constitutionnel? Vous savez, M. Elad Chakrina a gagné les élections avec 12 voix de différence. Suite à ce fameux PV qui a changé le résultat de l'élection, aujourd'hui on nous dit que nous avons perdu les élections. Tout de même approuvé. C'est ce que, oui, c'est ce que la justice va décider, c'est ce que le Conseil constitutionnel va décider. Quand on voit l'écart de voix, qu'il y a au second tour, aussi bien quand on a déclaré M. Elad Chakrina gagnant que quand on a déclaré Mme Ramlati gagnant, et quand on connaît le nombre de procurations que nous considérons comme frauduleuses, je ne doute pas un instant que cette élection sera, au pire, pour nous,
refaite, mais nous espérons vraiment qu'on rétablira M. Letchakrina dans son mandat, parce que c'est lui qui est le député, celui qui a gagné. C'est la décision que vous espérez justement du Conseil constitutionnel. Dans la réponse, votre recours est recevable. Oui. La réponse est attendue vers le 15 septembre. Madame Ramlati Ali a jusqu'au 15 septembre pour apporter sa réponse au Conseil constitutionnel, et à partir de là, le Conseil constitutionnel est libre de décider au moment opportun. Si les élections se rejouent, est-ce que ce ne serait pas de trop pour la population? Pourquoi? Vous savez, j'entends souvent les gens dire ici à Mayotte que les Mahorais n'aiment pas ceci ou cela, que les Mahorais n'aiment pas qu'on aille dénoncer des irrégularités. C'est faux. Nous faisons entièrement confiance aux Mahorais. Si l'élection se rejoue, M. Letchakrina sera notre député et nous comptons sur les Mahorais pour justement montrer, faire passer ce message à nos dirigeants, à nos élus, aux aspirants, à ceux qui veulent le devenir, qu'une élection se gagne dans les urnes, pas en faisant des magouilles, tout simplement. Vous savez, on n'a pas d'état d'âme. Si aujourd'hui, j'ai fait des élections, quand on fait de la politique, on fait des élections, et quand on fait de la politique, on apprend à perdre des élections. J'en ai perdu beaucoup. J'ai accepté les résultats. J'en ai gagné beaucoup. Mes adversaires ont accepté les résultats. Mais cela, nous l'avons dit haut et fort. Et aujourd'hui, quand on voit les éléments d'enquête aussi bien au niveau local, et quand on voit le fait que notre recours a été déclaré irrecevable par le Conseil constitutionnel, on ne peut pas dire qu'on a parlé dans le vide. Je pense qu'il y a des éléments qui permettent à la justice de passer, et c'est ce qu'on attend. La même question que j'ai pu poser hier à Louis-Julien Allemand. Vous avez des nouvelles de Letchakrina? Il va très bien, il est super motivé, il se bat, comme il l'a toujours fait. Il est impliqué dans la vie associative, il s'occupe de son cabinet, il s'occupe du parti, et il est super comme tout le monde. Vous savez, nous avons eu peur. Nous avons eu peur à un moment que cette affaire ne sorte pas. Qu'on nous dise, comme souvent certaines personnes pensent, de toute façon on a gagné, même si en trichant c'est pas grave. Non, aujourd'hui nous sommes satisfaits de voir que la justice aujourd'hui est attentive à tous ces éléments qui permettent ou qui permettront demain, ou en 2020, ou en 2021, ou en 2022, ou aux prochaines élections, que celui qui sera élu ait cette légitimité de dire c'est les Mahorais qui m'ont choisi, mais j'ai pas triché. Merci Abdullah Ariti d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. En éducation, à présent, l'année scolaire s'annonce d'ores et déjà mouvementée, alors que les risques de perturbations liés notamment à la crise du carburant ont vite été balayés. Une nouvelle menace plane sur l'éducation nationale. Un préavis de grève a été déposé par les syndicats SNUPP-FSU et SNES-FSU le 29 août prochain. Des enseignants du premier et second degré qui prévoient donc de descendre dans la rue. Pour quelles revendications? Davantage de précisions avec Amina Ariti et Leslie Vimenet. Pas de plateforme revendicative commune, mais de nombreux points sur lesquels le SNUPP, FSU et le SNES-FSU s'accordent, notamment la transformation du vice-rectorat en un rectorat de plein exercice, la titularisation des contractuels ou encore la révision du taux d'indexation des salaires. La question de l'indexation des salaires, l'alignement du taux sur celui de la Réunion, nous devons y aboutir, à moins de considérer que de toute façon il n'y a pas besoin de régler la question de l'attractivité du territoire. Nous avons eu plein de collègues qui ont demandé et qui ont obtenu pour cette rentrée le département voisin de la Réunion. Une perte d'attractivité qui se confirme cette année encore et qui met à mal un système éducatif déjà bien atteint, notamment en raison de l'insuffisance des moyens mis à disposition. Que des moyens soient donnés en termes de construction pour aussi alléger les effectifs qui sont de plus en plus pléthoriques, nous le savons déjà. On le voit dans les établissements, les établissements ne suffisent plus à accueillir des effectifs en constante augmentation. Cela crée des difficultés pour les établissements et pour les conditions de travail des élèves comme des personnels. Difficile donc d'aborder cette nouvelle rentrée avec optimisme. Et pour ce qui concerne le premier degré, en plus des rythmes scolaires qui posent toujours problème, de nouveaux dispositifs laissent les enseignants dubitatifs. Imaginez des classes de CP à 12 élèves et qu'il y ait plus d'élèves à l'extérieur. C'est sûr qu'on sera obligé de les accueillir. Vous comprenez? Donc c'est un dispositif qui ne va pas marcher pour Mayotte. S'ajoute à cela la reprise en compte de l'ancienneté générale de service, tout comme l'indexation des retraites, des sujets toujours non résolus à ce jour. Et la reprise en compte de l'ancienneté générale de service, on n'a pas abouti.
on n'a pas abouti. C'est ce qui nous avait permis juste en janvier de sortir d'un mouvement de grève avec un dispositif qui dans les faits, ne sera pas si effectif que ça. Quand on parle d'indexation des retraites, les retraités des autres fonctions publiques à Mayotte, eh ben, ils y ont droit. Espérant être rejoint par d'autres organisations syndicales, le SNUPP-FSU et le SNES-FSU comptent bien marquer le coup lors de cette rentrée 2017. Et avec l'arrivée de la ministre des Outre-mer sur le département la semaine prochaine, il y a fort à parier qu'un accueil particulier lui sera réservé. Et à noter que cet après-midi, une délégation du CNSE-FSU a été reçue par le secrétaire général du vice-rectorat. Une rencontre qui n'aura donné lieu à aucune avancée. Mais la grève prévue le 29 août prochain, qui coïncide justement avec la visite de la ministre des Outre-mer, Annick Girardin, pourrait bien être reportée. La grève chez Total a pris fin et le quotidien reprend peu à peu son cours au sein de l'île aux Lagons. C'est notamment le cas du côté du ramassage des ordures. Très perturbée durant toute la durée du conflit, la collecte du CIDEVAM rattrape progressivement le retard accumulé. Néanmoins, et face aux critiques quotidiennes auxquelles doit faire face le syndicat, le directeur de la collecte assure que les choses vont rentrer dans l'ordre d'ici quelques jours et appelle la population au civisme et à la patience. On l'écoute. Dans un premier temps, il critique parce qu'il voit que le CIDEVAM ne collecte pas les déchets normalement, et ce n'est pas le cas. C'est-à-dire, il n'y a pas aussi, dans un premier temps, de responsabilité par rapport vis-à-vis de la population sur le respect du planning. On collecte le matin, et à 2 heures, quand tu passes, les bacs sont pleins. Donc, la population voit comme s'il n'y a rien été fait, alors qu'il y a des efforts considérables faits par le CIDEVAM. Le conseil que je leur dis de patienter cette semaine jusqu'au début de la semaine prochaine pour revenir au planning normal. Propos recueillis lors de la matinale de ce vendredi. Le premier salon de Coco et Bakoko, prévu le 3 septembre prochain, est finalement reporté au mois d'octobre en cause des subventions qui tardent à arriver. De l'ARS à la diète, tous les partenaires n'ont pu payer l'association du foyer occupationnel de jour. Une situation regrettable pour l'association chargée de l'événement. Bastien Sabouré. Caribou dans ce foyer occupationnel de jour. Ici, on occupe les personnes âgées, restées seules. L'association créée en 2008 a connu différentes directrices. La dernière en date, Madame Selimani Fatima, n'a pas réussi, elle non plus, à redresser la situation financière de l'association. L'équipe comptait autrefois de nombreux bénévoles. Aujourd'hui, ils n'en sont plus que 2 et de nombreuses dettes. Bon, il y a le loyer de la structure, il y a les employés qui faisaient partie de la structure, mais qui actuellement il n'y a plus aucun employé depuis le mois de janvier. Il y a le fonctionnement de base avec toutes les activités qu'on mène qui coûtent de l'argent. Étant donné qu'on fait un travail des services publics, on aurait bien aimé que tous ces services nous accompagnent, parce qu'on fait le boulot à leur place. Depuis qu'on a mis en place l'APA, qui est l'allocation personnalisée d'autonomie, on en a monté 80 dossiers. Ils dorment au conseil général. Au conseil départemental, pourtant, on assure être réveillé. Une délibération a été effectuée le 21 août dernier. En question, l'événement Coco Bakoko, une première à Mayotte. Un salon qui permettra aux personnes âgées d'être mises en avant sur le territoire et de sensibiliser la population à la solitude et à l'abandon. Un événement qui devait avoir lieu en septembre prochain. Il faut qu'on repousse ça au mois d'octobre. On n'a pas arrêté une date exacte, mais on s'est dit que la semaine bleue, qui est chaque année se déroule le 20 octobre, c'est un événement national et ça touche les personnes âgées. On s'est dit que là aussi, il y aurait peut-être une cohérence, qu'on coïncide les 2 événements. Et donc, sagement et j'allais dire à l'unanimité, on s'est dit que c'était peut-être mieux qu'on fasse ça comme ça. Il est plus sage d'attendre octobre afin de faire 2 pierres d'un coup. 15 000 € sont tout de même alloués par le conseil départemental à l'association.
qui s'occupent de l'événement. Seulement pour ces derniers, la situation est critique. L'argent promis tarde trop. Le président international de la FIAPA a été saisi. Il arrive le 16 septembre prochain pour aider l'association à vivre longtemps. Bientôt 19h20 sur Kosi TV. Merci d'être avec nous. Direction le centre hospitalier de Mayotte en fin de journal où la première promotion des infirmiers puériculteurs a été diplômée. Mais avant le reste de l'actualité de ce vendredi, en bref avec Pierre Bellucci et Leslie Vimenet. En début de semaine à Chiconi, le gardien d'un snack a été interpellé puis ligoté par plusieurs malfaiteurs en pleine nuit. 4 individus lui ont bandé les yeux avant de fracturer la porte d'entrée du commerce qu'ils surveillaient. À la recherche d'argent liquide, ils n'ont pu dérober que des boissons. Mais loin d'être rassasiés par leur butin, les agresseurs ont menacé le gardien à l'aide d'un chombo avant de le frapper à coups de marteau et de cailloux. Ils exigeaient de la victime qu'elle révèle le lieu où se trouvaient les moteurs du bateau stationné tout proche du snack. Après avoir pris conscience qu'ils n'obtiendraient rien de plus, les 4 malfaiteurs ont ensuite pris la fuite en ne manquant pas de subtiliser le téléphone portable de leur victime. Après plusieurs minutes, l'homme a pu se défaire de ses liens et alerter un gardien travaillant tout proche. Ce dernier a alors confié avoir aperçu 4 individus accostés sur la plage, moins d'une heure auparavant. Les week-ends se suivent et se ressemblent en ce qui concerne la météo des mers. Les services de Météo France Mayotte annoncent une forte houle pour ce week-end, notamment dimanche. Des vagues pouvant aller jusqu'à 2 mètres sont attendues dans le lagon, tandis que la houle pourrait dépasser les 3 mètres hors lagon. La mer sera donc très agitée, et après le drame qui s'est produit il y a quelques jours du côté de Sakouli, la plus grande prudence doit être de mise. Dans ces conditions et pour éviter tout accident, les affaires maritimes viennent d'ailleurs d'annoncer l'obligation pour les pilotes d'effectuer une veille permanente visuelle et auditive sur le canal VHF 16. En cas de problème, le numéro d'urgence des secours en mer est le 196. Les pêcheurs, les baigneurs ou encore les plaisanciers en cette saison des sorties baleines sont donc vivement conseillés d'être extrêmement vigilants. La Ligue mahoraise de football, en partenariat avec la direction de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, va organiser la Coupe des communes U18 garçons. Prévue en octobre et novembre 2017, l'objectif de cette action est de lutter contre les conflits entre les villages en rassemblant les joueurs des différents villages afin de développer une appartenance et une solidarité communale. En ce qui concerne le fonctionnement du tournoi, chaque commune présente une équipe de 16 joueurs U18 licenciés dans un de ses clubs, 3 éducateurs et 2 dirigeants. Les équipes seront réparties en 6 poules de 3 par tirage au sort. Chaque équipe recevra une fois dans l'ordre du tirage au sort. Les rencontres se dérouleront les mercredis et samedis soirs. Toutes les municipalités intéressées peuvent s'inscrire en remplissant la fiche téléchargeable sur notre site l'infoquesi.fr. Il conviendra ensuite de la retourner à la Ligue mahoraise de football avant le 15 septembre 2017. En santé à présent, la première promotion des infirmiers puériculteurs a été diplômée ce vendredi. Un moment de joie pour ces futurs professionnels de santé dont la formation a été financée en grande partie par le CHM et le conseil départemental à travers notamment des fonds européens. Le CHM, un lieu de soins mais aussi de formation. Retour justement sur ce moment de joie avec Adèle Laurent. Mayotte compte désormais 9 nouvelles infirmières spécialisées. En effet, ce matin, c'est dans la joie qu'a eu lieu la remise des diplômes de la première promotion de l'école d'infirmières puéricultrices du CHM. Une spécialité dont Mayotte a bien besoin, quand on sait que pratiquement la moitié de la clientèle de tous les services médicaux de l'île concerne les enfants. Et moi, étant infirmière à la PMI de Mayotte, je sentais qu'il y avait le besoin. Des fois, on se sent un peu démuni, on manque de connaissances ou de savoir ou de prérequis. Mais là, on va reprendre les fonctions au sein de la PMI, mais avec donc notre formation de puéricultrice, donc avec des nouveaux acquis pour accueillir au mieux tous les enfants qu'on doit recevoir quotidiennement. C'est l'envie d'évoluer. Après tout, passer infirmière, pourquoi pas infirmière puéricultrice. Donc je me suis lancée, c'est une question de logique pour moi, une question de devoir pour mon pays, pour mon île. Je pense qu'il le faut effectivement, parce qu'il en manque déjà d'infirmiers, il en manque et spécialisation encore plus. Et pour obtenir ce diplôme d'État, ces étudiants ont totalisé sur 12 mois 790 heures de cours et 710 heures de stage. Une implication de tous les instants qui ne les a pas découragés. Une année très dense
avec beaucoup de connaissances à acquérir, avec des cours théoriques, des cours pratiques, éventuellement 5 stages qui se sont déroulés à Mayotte, à La Réunion et en métropole. Donc ça a été une année très chargée. À tous les jeunes qui aimeraient se lancer dans cette voie-là, je la recommande fortement. C'est une spécialité qui est très riche, dont Mayotte a grandement besoin. Et cette formation a un coût, 21 000 € pour l'année. Les étudiants ont donc passé un contrat avec leur employeur. Ces étudiants qui sont des salariés ont gardé leur salaire pendant l'année de formation. Et leur formation, dont le coût n'est pas négligeable, a été pris en charge par l'employeur pour le CHM, les agents du CHM, et par le conseil départemental et l'Europe pour les agents de la PMI. Donc bien sûr, ils doivent s'engager à servir leur employeur pour 3 fois la durée de leur formation, c'est-à-dire 3 ans. Quant à ceux qui n'ont pas réussi les examens, la partie n'est pas pour autant perdue. Alors la promotion est de 15 étudiants. Malheureusement, 6 étudiants n'ont pas réussi l'ensemble des évaluations et seront amenés à faire un complément de formation en espérant que bien sûr ils réussiront au terme de cet accompagnement qu'ils auront pendant 3 mois pour réussir leurs épreuves. Une formation qui contribue à l'épanouissement de l'offre de soins à Mayotte et qui va se pérenniser. En effet, le prochain concours aura lieu en février 2018. Pour les intéressés, vous avez jusqu'en novembre pour vous y inscrire. Et félicitations à ces nouveaux promus. Désormais, tous les vendredis, on vous propose une nouvelle rubrique #que retenir. Bonsoir Père Bellucci. Bonsoir Sonny, bonsoir à tous. Présentez-nous ce nouveau concept. Alors effectivement, une nouvelle rubrique qui va se mettre en place progressivement. C'est le premier vendredi qu'on la propose. Alors l'idée, c'est vraiment de revenir. On s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'informations dans la semaine, beaucoup de choses qui se sont passées, notamment cette semaine, mais toutes les semaines, il se passe beaucoup de choses. Et il est important de revenir pour essayer de se projeter un peu plus loin sur les points qui ont marqué l'actualité. Cette semaine, on va le voir. Et pour le voir, on va commencer par prendre 3 morceaux choisis, sur des sujets importants, qui ont marqué l'actualité. Je vous propose de les écouter immédiatement et on réagit juste après. On est content du résultat, c'est ce qui est le plus important. D'ailleurs, le combat n'est pas fini parce qu'au début de l'année prochaine, il va y avoir des négociations obligatoires. Et là, on aura l'occasion encore de pouvoir exprimer nos propres revendications et on espère que la direction va nous entendre. La reprise en compte de l'ancienneté générale de service, on n'a pas abouti. C'est ce qui nous avait permis juste en janvier de sortir d'un mouvement de grève avec un dispositif qui dans les faits, ne sera pas si effectif que ça. Quand on parle d'indexation des retraites, les retraités des autres fonctions publiques à Mayotte, ils y ont droit. Comment est-ce que je peux être inquiétée à une mise examen de notre affaire que le recours aux élections législatives? Moi, à ce que je sache, c'est au Conseil constitutionnel de statuer sur le fait de remettre les élections ou pas, sur les éléments qu'ils ont et sur les observations que je vais faire, que je n'ai pas encore fait. Voilà 3 interviews qui montrent l'actualité de cette semaine. Pierre, l'actualité, le principal point qu'on doit retenir, c'est bien évidemment ce dénouement chez Total. Oui, bien sûr, ça a marqué tout le début de la semaine. Il était complètement paralysé, donc c'est vrai qu'on a parlé quasiment que de Total, parce que c'était très important ce qui se passait. C'est une grève qui va faire date, c'est une certitude, mais qui n'est pas terminée. Pourquoi elle n'est pas terminée? D'abord parce qu'il y a cette question du monopole qui est loin d'être réglée. On va continuer à parler de cette question du monopole. L'arrivée de la ministre aussi va être déterminante, puisque Mansour Kamardine, le député, il a proposé justement qu'il y ait une réunion pour réfléchir à cette problématique du carburant à Mayotte, à ce monopole, mais aussi à cette problématique des blocages à Mayotte qui deviennent étouffants pour l'économie, une économie déjà qui est en berne et qui n'a pas besoin de ça. Donc ça, c'est
quelque chose d'important. On va continuer à en parler dans les prochaines semaines, à se projeter, voir si aussi il y aura une réponse de la part du gouvernement. On sait qu'une motion a été envoyée au sein des plus hautes instances de l'État. On verra bien ce qu'il en est et ce qu'il advient prochainement. Et puis aussi CNAO en janvier du côté de Total. On sait qu'il y a des négociations à venir. Souvent, lors de conflits aussi durs, il y a un climat qui s'installe et qui n'est pas forcément un très bon climat. En janvier, ça sera aussi un moment important puisque on discutera à nouveau des évolutions à court, moyen et long terme. Donc ça va être aussi très important. Alors fin de crise chez Total, on croyait en avoir fini avec les mouvements sociaux. Total nous dit au revoir et les enseignants viennent nous saluer tout à coup. Oui, alors on pressentait cette grève, ces grèves, puisque il y a le SNUPP, il y a le SNES-FSU. Comme on l'a évoqué tout à l'heure, ils risquent de pas débuter en même temps. Initialement, ils devaient tous deux débuter mardi. Le SNES opterait maintenant pour un début de la grève lors de l'arrivée de la ministre le 31. Rappelons qu'elle sera là du 31 au 3 septembre, 31 août au 3 septembre. Donc là aussi, effectivement, un mouvement de grève avec des revendications qui ne sont pas nouvelles. Ça fait longtemps que ça dure. On sait qu'il y a eu pendant des semaines lors de la précédente année scolaire un mouvement et on voit qu'on n'arrive pas à résoudre le problème puisque ça traîne. Au niveau des revendications, ce sont toujours les mêmes. Cette reprise en compte de l'ancienneté générale de service, une reprise en compte intégrale parce que c'est vrai que les syndicats aussi ajoutent à chaque avancée sociale, ils ajoutent aussi des choses. Ils sont loin d'être satisfaits. Donc ça va aussi occuper l'actualité. Maintenant, on va voir surtout les méthodes qui vont être employées par les syndicats. Est-ce qu'on va être dans du blocage? Est-ce qu'on va être dans un bras de fer encore très très dur? C'est vraiment la question qu'on va se poser. En tout cas, il y a une détermination, c'est clair, on le voit dès la rentrée scolaire, les syndicats entrent en grève. Donc voilà, il va falloir suivre de très très près, mais ça risque d'être une rentrée agitée à tous les niveaux, au niveau social. Un autre bras de fer qui s'annonce d'ores et déjà, c'est ces dernières élections législatives avec la mise en examen de ce gendarme dans le cadre des fausses procurations. L'affaire dite des fausses procurations. Oui, l'affaire dite des fausses procurations, pour l'instant on est encore dans le flou pour cette affaire. Tout ce qu'il y a de sûr, c'est que c'est pareil, elle va vraiment occuper les prochaines semaines. Pourquoi? Parce que c'est quand même très important, on parle d'un poste de député, on va voir comment ça évolue. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il y a une mise en examen, donc ce n'est pas rien, c'est quand même très important. Il y a eu des fautes, il y a eu des problèmes, des irrégularités. Alors après, toute la question c'est dans quel sens, puisqu'on ne cesse de dire ces irrégularités ont faussé l'élection, mais on ne sait pas qui elles ont favorisé. Pour l'instant, c'est vraiment des questions qui restent en suspens et c'est les questions sur lesquelles il faudra se pencher sur les prochaines semaines. On sait que le Conseil constitutionnel va trancher prochainement et là, on va en savoir un petit peu plus. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que dans les deux camps, dans un camp, on est très serein, dans l'autre, on commence à reprendre espoir et forcément, l'actualité va être agitée par ça, puisque dans les deux camps, on va jouer toutes les cartes, d'un côté pour conserver ce poste de député et puis de l'autre pour revenir au poste de député, parce que rappelons-le, Elad Chakrina était le premier annoncé comme gagnant. Donc voilà, donc là aussi c'est vraiment un sujet qui risque d'occuper l'actualité dans les toutes prochaines semaines et sur lequel on va garder un œil très avisé. Et on suivra cela de très près. Merci Pierre pour cette première. Hashtag que retenir à suivre tous les vendredis. Merci de votre fidélité. Fin de ce journal. Dans un instant, les rediffusions des temps de parole du jour. Retour de l'information dès lundi avec la matinale juste après le journal radio de Pierre Bellucci. Je vous donne rendez-vous à 19h pour une nouvelle semaine d'actualité. Excellent week-end à tous.